12e colloque international des études du Mandé, c'est pour créer un cadre d'échange entre intellectuels et chercheurs de la sous-région pour une décolonisation des savoirs. Fin du Hajj 2024, le dernier convoi des pèlerins de la filière gouvernementale est arrivé hier à Bamako. Tout s'est bien passé dans l'ensemble selon le délégué général du Hajj, vous l'entendrez dans ce 20h. Jusqu'au 3 juillet, vous pouvez découvrir le savoir-faire des artisans de Djéné et Bandiagara à travers une exposition textile au musée national. Et jour J pour le bal des costumes traditionnels, le RTM La Passion du service public fait ainsi la promotion des différentes cultures à travers ce rendez-vous. Comment cette fête se prépare au CICB? Une de nos équipes était sur place. Ma tenue, ma culture, c'est le thème du bal des costumes traditionnels de l'ORTM tout à l'heure au CICB à partir de 21h. Comme une princesse Bambara, je vous dis bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. À l'ouverture de ce journal et en images, vous le savez certainement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est à Bruxelles, où il a pris part au forum de Crans-Montana. Et en marge de cette rencontre, Abdoulaye Diop, avec son homologue du Burkina et l'ambassadeur du Niger, ont eu un entretien fraternel et direct avec le groupe africain des ambassadeurs au sujet de l'Alliance des États du Sahel, AES, afin de favoriser une meilleure compréhension de cette nouvelle alliance qui change désormais la configuration géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Et le 30 juin, c'est la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de parler des résultats de recherche des chercheurs des universités de grandes écoles, recherches qui ont touché tous les domaines de développement, urbanisation, santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Synthèse du message avec Fadema Keita. La journée de renaissance scientifique de l'Afrique, instituée en 1987 sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, est célébrée au Mali depuis 1990. Cette année, elle sera solennisée à travers des colloques, conférences, débats, des journées portes ouvertes et la présentation en public des résultats de recherche, d'invention et d'innovation scientifique. L'un des points de la déclaration de l'Union africaine à Maputo en 2000 visait à encourager les États membres de l'Union africaine à entreprendre des réformes structurelles en vue de la participation des structures en charge de la recherche dans le développement des secteurs socio-économiques. Au Mali, ces réformes sont en cours pour donner un cadre structurel à la recherche et à l'innovation. En novembre 2015, le Mali a adopté sa politique nationale de la science, technologie et innovation. Elle est une activité multidimensionnelle touchant les domaines agricoles, médical, environnemental, social, de l'informatique et de la communication. Les travaux de recherche continuent malgré le manque de ressources financières adéquates et la crise multidimensionnelle qui sévit au Mali. Plusieurs résultats de recherche menés dans les différentes institutions maliennes concourent à faire avancer notre pays vers un développement durable. Ces résultats concourent également, dans le contexte actuel, à la compréhension et à la recherche des solutions à la crise. La participation est remarquable et remarquée des universités au dialogue intermalien est une illustration parfaite de cette contribution. En juillet 2024, ils envisagent d'organiser un colloque qui va toucher plusieurs secteurs socio-économiques. Le 25 juillet 2024, les chercheurs des universités et grandes écoles, des institutions nationales de recherche et des centres de recherche-développement se retrouveront à l'occasion d'un colloque pour débattre des questions énergétiques, de l'urbanisation, de l'environnement, de la santé, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du changement climatique. La journée est donc l'occasion pour le ministre d'inviter les chercheurs, inventeurs, innovateurs et autres scientifiques à persévérer dans les recherches afin de proposer aux autorités et citoyens des solutions concrètes qui assaillent notre pays. Parlons à présent du 12e colloque international des études Mandé. Je le disais dans les titres, le but est de créer un cadre d'échange entre intellectuels et chercheurs de la sous-région pour une décolonisation des savoirs. Batraoré. Les intellectuels de l'Afrique de l'Ouest, désormais engagés dans la dynamique d'un meilleur partage des savoirs,
Le 12e colloque international des études mandées s'ouvre à Bamako à l'initiative de l'association Mansa. C'est l'occasion pour les experts du Mali et ceux de l'Afrique de l'Ouest d'échanger à travers des panels sur des sujets d'actualité comme la gestion des forêts et des eaux, les changements climatiques et sécurité, les savoirs traditionnels, langue et éducation. Ce colloque, placé sous le thème « Vers une décolonisation des savoirs en Afrique de l'Ouest, histoire, acteurs et production », représente une occasion unique de rassembler des chercheurs, des académiciens et des experts de divers horizons pour discuter et échanger sur des sujets cruciaux concernant nos sociétés et cultures ouest-africaines. Ce colloque va susciter de nouveaux débats sur le caractère plus équitable et plus inclusif des processus de recherche qui doivent s'adapter aux besoins d'une plus grande variété de pays et de parties prenantes. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se félicite de l'initiative car convaincu que la recherche scientifique joue un rôle crucial dans le développement des sociétés en Afrique de l'Ouest. L'initiative cadre parfaitement avec la vision de mon département à travers la politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation, dont l'un des axes stratégiques porte sur la coopération et le partenariat. Cette politique se traduit par la promotion de la coopération interinstitutionnelle au niveau national, sous-régional, régional et international. L'association Mansa, initiatrice de l'événement, est une société savante créée en 1986 par les africanistes. Son objectif est de contribuer au développement des études et recherches dans tous les domaines concernant les populations vivant dans l'ère mandingue. D'un colloque à un autre, deuxième édition du colloque scientifique international des laboratoires de recherche. Ce colloque scientifique a pour thème souveraineté, concept, écriture et réalité au Sahel et en Afrique. Aliou Abdoulaye Touré. Plus de 80 chercheurs du Mali et différents pays de la sous-région participent à ce colloque scientifique des laboratoires de recherche en langue, littérature et civilisation, la RELZO, et le laboratoire de recherche sur le monde arabo-musulman, l'ARMA. L'objectif de ce colloque est révisiter les définitions traditionnelles de la souveraineté et examiner comment elle se transforme dans le contexte africain moderne. La souveraineté est un concept fondamental qui a façonné les relations internationales, les politiques internes et les identités nationales depuis des siècles. Ce colloque des laboratoires d'ARMA et la RELZO tente d'explorer les différentes facettes de la souveraineté, entre autres, souveraineté littérature, souveraineté économique, militaire, monétaire, énergétique, etc., souveraineté linguistique et culturelle, souveraineté éducationnelle et sanitaire. Le recteur de l'Université des Lettres et Sciences a tenu à rendre hommage au corps professoral à travers l'organisation de telles rencontres scientifiques. C'est les journées scientifiques qui ont été régulièrement organisées. C'est maintenant la tradition des colloques qui se poursuit avec, n'est-ce pas, les laboratoires. C'est aussi la participation des enseignants aux différentes publications en ce qui concerne le programme de petites subventions du rectorat. Félicitations à l'ensemble des enseignants, en tout cas pour ces immenses œuvres qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la recherche, mais dans le cadre de la promotion de soi-même. Atelier de validation des rapports nationaux sur les éléments de politique pour l'amélioration de la gouvernance de l'eau. Les participants vont réfléchir sur des stratégies, des plans de communication. Reportage Youssouf Diakité. Ces rapports nationaux qui seront validés par les participants venus des services techniques et des départements ministériels sont relatifs à la bonne gouvernance des ressources en eau. Cette validation est une composante du projet NBITAS dont l'objectif est d'améliorer la gestion et surtout la conservation des ressources en eau du bassin du fleuve Niger. Ce projet se fixe pour ambition le développement de l'analyse diagnostique transfrontalière du NBITAS, son examen et son adoption pour toutes les parties concernées par la gestion des eaux souterraines. Partager et l'identification des points de levier, c'est-à-dire les interventions ayant le plus grand potentiel d'influence positive sur le système aquifère concerné. Le projet contribuera à atteindre sans nul doute un certain nombre d'objectifs de développement durable
notamment l'ODD 6 sur l'eau potable et l'assainissement, et en particulier la cible 6.5 relative à la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris la coopération transfrontalière et les indicateurs connexes, ainsi que l'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales ciblées par les actions du projet. Les participants feront également un état des lieux des textes juridiques, des politiques, des stratégies du cadre institutionnel de gestion des ressources en eau du Mali. Œuvre sociale du président de la transition, de nouveaux forages pour la région de Dioula, l'école de Tiendo et le cap de Beleko sont les bénéficiaires. Reportage de Mohamed Namankeita. Pour creuser et avoir de l'eau ici, il faut atteindre les 150 mètres, voire plus. En 2007, pas une seule goutte d'eau n'est sortie des puits que nous avons creusés. C'est le tableau sombre de la situation d'eau potable dépeint par les maires dans sa commune à Kaladougou. Tout cela n'est plus qu'un triste souvenir depuis le 26 juin dernier, jour mémorable à Tiendo. On sait que la demande en eau potable est cruciale sur toute l'étendue du territoire. Le président de la transition, à travers les œuvres sociales, fera tout son possible pour que les Maliens aient de l'eau potable où qu'ils se trouvent. Merci au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Ces forages que vous venez de nous offrir vont nous permettre d'avoir de l'eau potable. Monsieur le Président, nous vous serons éternellement reconnaissants. Nous remercions le Président pour ses fourrages. Nos enfants sont notre avenir. Leur offrir de l'eau potable est un geste très honorable. Mais nous sommes très préoccupés également par l'état de nos routes pour rallier Bamako. Toujours à Dioula, 13e région administrative du Mali, dans la cour du centre d'animation pédagogique de Beleko. L'inauguration du 378e forage est une bénédiction pour les élèves, les enseignants et tout le personnel de ces services. De sa création en 2011 à nos jours, le CAP n'a jamais bénéficié dans son enceinte d'un accès à une bonne eau. Les agents qui y travaillent rivalisent de stratégies pour rechercher le précieux sésame. Toutes ces réalisations traduisent la matérialisation d'une volonté présidentielle, celle du colonel Assimi Goïta, de rendre à la population malienne sa dignité et la sécurité. L'agriculture contractuelle, une alternative pour assurer la sécurité alimentaire au Mali, c'est cette thématique qui est au centre des journées d'échange à Ségou. Les journées visent à asseoir ce modèle pour révolutionner la riziculture au Mali. Reportage à Kandesila. Une synergie d'action entre les offices, agences et autres opérateurs économiques pour booster le secteur riz, c'est l'intérêt de cet atelier national sur l'agriculture contractuelle, qui se veut un modèle innovant pour développer le secteur agricole, en particulier la riziculture. L'initiative portée par l'Office du Mouembani, en partenariat avec les autres offices, a bénéficié de l'appui financier de la coopération luxembourgeoise à travers l'UXDEL. Nous savons tous que l'importance de l'agriculture contractuelle est bien plus qu'un simple accord commercial. Elle représente une promesse de stabilité pour les producteurs agricoles. C'est une assurance contre les aléas du marché. Et pour les opérateurs économiques, c'est aussi une garantie d'approvisionnement régulier et de qualité. Pour nous, les offices et agences agricoles, c'est une opportunité de mieux structurer et planifier nos programmes de production. Plusieurs sujets relatifs, entre autres, aux avantages et opportunités de l'agriculture contractuelle, le cadre juridique et réglementaire, ainsi que le développement et la gestion des contrats sont à l'ordre du jour de ces 2 journées d'échange. La question centrale à résoudre est de savoir comment soutenir et orienter notre secteur agricole vers le marché afin de garantir une certaine performance économique. La réussite de cette contractualisation passe nécessairement par une bonne coordination des activités des acteurs concernés, un bon dispositif de suivi, évaluation et de financement de la recherche agricole. Il est à noter qu'outre les cadres du département de l'agriculture, la rencontre regroupe les directeurs généraux des offices et agences agricoles du Mali, les opérateurs économiques et plusieurs autres partenaires.
Lancement de la campagne de recensement dans les cercles de Nioro du Sahel, Djema, Kolokani, Bafulabe et Yelimane, une initiative qui vise à promouvoir une inclusion financière dans les localités cibles du projet à travers une bancarisation des ressources générées par les communes concernées. Plus de détails avec Boubacar Bablin Touré. Le train du projet Concept Point Diaspora du programme Tunkaranke plus que jamais en marche. Après une série de rencontres, d'informations et de sensibilisation des maires des communes concernées par le projet, l'heure est à la mise en route des agents d'inscription du Concept Point Diaspora. Au nombre de 63, ils sont venus des 58 communes des cercles de Nioro du Sahel, Djema, Kolokani, Bafulabe et Yelemani. Ils auront comme mission l'inscription dans les villages cibles du projet. Ils vont d'abord, en collaboration avec les maires qui ont été déjà formés, informés, rencontrer les forces vives dans le village en vue de mettre en place un comité villageois. Et c'est ce comité villageois qui va mener des actions d'animation économique localement à travers le recensement des besoins mensuels de tous les commerces détaillants qui se trouvent dans le village en vue de leur faciliter l'approvisionnement donc de ces produits-là. Ce projet, qui se veut un outil de développement pour les communes cibles, bénéficie de l'accompagnement des partenaires comme la BMS-SA, la BESIC Mali, Coris Bank, Sonavi et ORTM. Ayons ensemble le sens de l'organisation, de la méthodologie, la volonté de pouvoir lutter contre l'immigration, mais dans sa forme la plus mauvaise. Cette initiative salvatrice vient s'insérer harmonieusement à celle en cours, en particulier celle de la plateforme du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali, plateforme PMC2E. Je signale que le programme Tunkaranke est en parfaite cohérence avec les axes stratégiques de la politique nationale de migration PONAM, notamment celui de la prévention de la migration irrégulière et de la mobilisation de la diaspora pour le développement des zones de départ. J'invite donc les communautés et les membres de la diaspora des cercles cités à s'inscrire massivement sur la plateforme du programme et à mobiliser toutes les énergies possibles pour un développement harmonieux à la base. En images, coopération bilatérale, désireux de promouvoir et de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la Sainte-Lucie, les autorités des 24 pays viennent de signer un communiqué établissant des relations diplomatiques entre la République du Mali et Sainte-Lucie. La signature du communiqué conjoint s'est déroulée cette semaine à la mission permanente du Mali auprès de l'ONU à New York par les ambassadeurs représentants permanents des deux nations à l'ONU. Le dernier convoi des pèlerins de la filière gouvernementale est arrivé hier à Bamako. Le Hajj 2024 s'est globalement bien passé selon le délégué général du Hajj. Écoutons Abdul Fattah Sissé au micro de nos envoyés spéciaux Nohom Sissoko, Brahima Koulibaly et Ousmane Famougri Traoré. Pour l'étape de Médine, vraiment, il n'y a pas eu de problème majeur et tout s'est très bien passé. Faire des visites et rentrer Raouda des prophètes et à temps avec le respect de la réglementation en vigueur à la mosquée. Côté restauration, côté hébergement, côté visite touristique, et ça s'est très bien passé. Une fois arrivé à la Mecque, on a pu diriger nos pèlerins pour finir avec la Umrah à temps et rester aussi quelques jours avant de commencer la phase rituelle Mina Arafat Muzdalifa. On a passé notre séjour de Mina Arafat Muzdalifa sans problème majeur. Réellement, il y a eu beaucoup de décès cette année. Pour ce qui concerne le Mali, nous on a enregistré 2 cas de décès. Un cas de décès à Médine et un cas à la Mecque le jour de Arafat même. Le Hajj, on n'a pas eu de problème majeur grâce à les efforts fournis par le gouvernement de la transition parce que vraiment ils ont mis les moyens à nos dispositions pour qu'on puisse faire le Hajj dans les conditions, on peut dire vraiment très confortables. Dîner gala de clôture de la semaine du numérique, c'était hier soir au CICB, organisé par le ministère de la Communication,
de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Cette soirée a été marquée par la remise des cadeaux aux différentes délégations des pays de l'AES et de la Guinée, des prix aux 3 lauréats du concours des startups de la semaine du numérique. Reportage à Benogo Fofana et Aboubakar Traoré. Les portes de la 2e édition de la semaine numérique viennent de se refermer définitivement avec ce dîner gala. Une soirée organisée par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration à l'honneur des délégations des pays frères de l'AES et de la Guinée. Le ministre Al-Hamdou Ag-Ilien a remis à ses homologues burkinabés et nigériens ainsi qu'aux représentants de la délégation guinéenne des tableaux artisanaux en guise de souvenir du Mali. Un geste apprécié par les récipiendaires. Le directeur national de l'économie numérique du Mali a reçu à son tour de l'ambassadeur du Niger un présent pour la bonne organisation de la semaine du numérique. Toutes nos reconnaissances et gratitude à Monsieur le ministre de l'économie numérique du Niger. Et je remercie également Monsieur le ministre de l'économie numérique du Mali pour cette confiance placée en nous et aussi toute la délégation qui accompagne Monsieur le ministre ainsi bien que tous ses invités, notamment les ministres du numérique également du Burkina Faso et à toute sa délégation. Le numérique, c'est l'avenir. Tout retard dans le numérique sera un retard pour le pays. Dans tous les domaines, nous sommes très très fiers d'avoir eu le soutien du président de la transition qui a décidé d'une digitalisation totale de l'administration. Cela est extrêmement important, c'est un fort message. Je voudrais dire que le Burkina, le Niger et le Mali, aujourd'hui, pays du Sahel, ont pris leur destin en main. Auparavant s'est déroulée la remise des prix aux 3 lauréats du concours des startups. Le 3e prix remporté par Amadou Sakho a été remis par le ministre de l'économie numérique du Burkina Faso. Le 2e prix remporté par Abdoulaye Sall a été décerné par le ministre de l'économie du Niger. Et le 1er prix a été décerné à Aïssata Sall par le ministre malien de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Bal de costumes traditionnels de l'ORTMC ce soir sur l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako, une soirée culturelle annuelle inscrite au cœur des événements phares de la direction générale. Elle vise à faire la promotion de la culture malienne dans sa diversité. Pour faire de cet événement une réussite, des moyens humains et matériels ont été déployés. L'une de nos équipes s'est rendue ce matin sur place pour voir ce qui se prépare. Tchemoro Konaté. Atmosphère matinale de l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako. Il est environ 11h ce samedi, un jour spécial pour le personnel de l'ORTM et l'ensemble de la population de Bamako qui se projette dans une soirée inédite. Le bal de costumes traditionnel. Le bal de costumes traditionnel, c'est quelque chose que l'ORTM fait il y a déjà quelques années de cela. C'est pour en réalité valoriser nos tenues. C'est un pan de la culture. Pour l'occasion, la direction générale a déployé de gros moyens à la dimension de l'événement. Un tour sur les lieux se fait pour s'enquérir de l'état des préparatifs. Une grosse équipe technique composée de différentes spécialités s'active à l'installation des équipements de production dont 2 cars vidéo constituent les unités centrales. Selon le schéma prévu, la troupe 1 et 2 seront derrière le jet d'eau et troupe 3 et 4 latéralement. Et en bas, il y aura la scène de la lutte et la scène de Takamba. Le photocall aussi sera en bas. C'est l'arène de la lutte traditionnelle. Nous sommes chargés d'éclairer cet espace. Donc nous sommes là pour superviser comment bien éclairer. Sur place, une Amazone de la caméra retient notre attention. Elle, c'est Julie Traoré, la seule dame parmi les hommes. Passionnée de l'image, elle annonce les couleurs de la soirée sur les réseaux, notamment sa page Facebook via les photos prises avec son smartphone. Ma présence ici, c'est pour prendre des images de tout ce qui va se passer. Les aînés, quand ils vont commencer à faire les installations, les sonniers, la lumière, les caméramans, le car vidéo. Donc je vais essayer de prendre les photos pour donner un avant-goût aux téléspectateurs de l'ORTM pour dire qu'il ne faut pas qu'ils manquent cette soirée. Nous sommes là pour cet événement qui est cher pour l'ORTM. J'ai beaucoup confiance à mes gens, à mes travailleurs, mais bon, je passe juste voir dans quelles conditions ils travaillent et je trouve que l'organisation va bon train. L'arsenal de technicité et les moyens humains déployés pour la circonstance
illustre à suffisance l'intérêt que la direction générale de l'ORTM accorde à ce rendez-vous grandeur nature. Un rendez-vous annuel qui donne l'occasion aux uns et aux autres de revisiter la culture malienne sur le plan vestimentaire. Tout à fait, une grosse équipe sur place et nous allons à présent tenter de joindre Ibrahim Kao Konaté pour voir si tout est fin prêt pour recevoir les invités. Bonsoir Ibrahim Kao Konaté, donnez-nous un peu l'avant-goût de ce rendez-vous. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, est fin prêt pour vous accueillir ici, des milliers en tout cas de participants en tout cas à ce bal de costumes traditionnels avec pour thème cette année ma tenue, ma culture. C'est pour la valorisation de nos savoirs traditionnels. Il s'agit bien sûr de la musique, de la cuisine, de l'habillement, mais aussi de la lutte traditionnelle. Alors, sortez massivement, venez nous rejoindre ici sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako pour célébrer la culture malienne. Merci bien Ibrahim Kao Konaté, un rendez-vous à ne pas manquer. L'ORTM et la commune rurale de Sitakili dans la région de Kayes sont désormais des partenaires. À travers ce protocole, une des plus grandes visibilités sera faite sur les actions de développement de la commune rurale de Sitakili par l'ORTM. Pour cette signature de convention, le directeur général de l'ORTM était accompagné de certains de ses collaborateurs. Batraoré. Signature et échange de documents entre le directeur général de l'ORTM et le maire de la commune rurale de Sitakili dans le cercle de Kenyeba. Voilà un geste modeste qui formalise pourtant un partenariat dynamique entre cette commune et l'Office de radio et télévision du Mali. Plusieurs actions de développement sont entreprises dans la commune rurale de Sitakili. Elles ne sont pas connues du grand public. Notre objectif, à travers ces partenariats avec l'ORTM, c'est de faire la lumière sur ce que nous faisons pour notre commune. À travers cette convention, l'ORTM s'engage pour une plus grande visibilité des actions de développement entreprises par les autorités communales de la localité. Un document qui va nous permettre, dans les jours à venir, vraiment de mettre une grande lumière sur les nombreuses actions de développement qui sont menées dans cette commune rurale. Vous savez, Sitakili est une région qui bénéficie de l'apport des Maliens de la diaspora, ce qui fait qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, des infrastructures qui sont érigées, mais qui souvent ne sont pas connues du grand public. Donc, ce partenariat va nous permettre, à travers des reportages, à travers des magazines, à travers des infos plus, à la radio comme à la télé, de sortir justement, de mettre la lumière sur ces actions de développement dans cette commune rurale. Je profite de l'occasion pour saluer justement le gouverneur de la première région et ORTM Kayes aussi. Ils n'ont ménagé aucun effort pour justement nous permettre de parapher ce document-là. Et moi je me réjouis aussi de la présence de M. le maire qui a fait le déplacement pour venir à Bamako pour qu'on puisse ensemble nouer ce partenariat gagnant-gagnant. Cette convention de partenariat qui lie l'ORTM et la mairie de la commune rurale de Sitakili est valable pour une année. Hassan Baba Diomele a saisi l'occasion pour rappeler toute la disponibilité de l'ORTM pour une visibilité des actions de développement dans les autres communes rurales du Mali. L'ORTM, la passion du service public. Les étudiants en licence 3 de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication sont en sortie pédagogique à Koulikoro. Les étudiants et leur encadrement ont rencontré le gouverneur de la région de Koulikoro. Les échanges ont porté sur les projets de développement entrepris par le gouverneur dans la région, les défis à relever dans le domaine de la sécurité, de la santé et de l'agriculture. Djemba Moussa Konaté. C'est une visite de courtoisie qui a pris l'allure d'une conférence de presse entre le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, les étudiants en licence 3 de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication et leur encadrement. Cette activité se situe dans le cadre de leur 5e sortie pédagogique, une initiative saluée à sa juste valeur par le chef de l'exécutif régional. À un moment donné, nous avons échangé avec ces étudiants qui ont posé des questions dans divers domaines. Nous avons profité également de l'occasion pour leur dire qu'il doit prévaloir la paix à la raison. Cela nous rappelle quoi? La désinformation et la mésinformation. Dans tous les cas, il y a des textes en la matière qui sont prévus. Nous leur avons demandé de tout faire
pour que aujourd'hui nous puissions avoir des informations utiles et constructives pour la paix au Mali. 3 spécialités sont sur le terrain pour cette sortie pédagogique. Il s'agit de la spécialité radio, télévision et presse écrite. Cet exercice pédagogique permet aux étudiants de lier la théorie à la pratique. Nous avons aussi profité de l'occasion pour leur rappeler l'engagement des plus hautes autorités de la transition, notamment le président de la transition, son excellent colonel Assimi Goïta, pour tout ce qu'il fait pour ce pays, pour le rendre vivable, pour l'ensemble du peuple malien. C'est l'occasion, en tout cas, pour nous aussi, de lancer toujours le cri de cœur par rapport au redémarrage de l'ICOMA, et aussi à la reprise des activités de la COMANAF. La poursuite des travaux de la voie de contournement n'a pas échappé à la vigilance des étudiants. Sur ce point, le colonel Nama Keïta, conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Koulikoro, dira qu'il reste à payer à ce jour 600 millions de francs CFA pour indemniser les victimes. Pour conclure, le gouverneur dira de privilégier la paix à la raison. Le village de Kano, à 75 km de Tombouctou, dispose désormais d'un centre de santé communautaire. Les responsables de l'ASACO et les autorités ont procédé à l'inauguration de la maternité. Reportage à Nyadjim Babasissé et Maouloud Tandina. Cette coupure symbolique du ruban rend opérationnel le centre de santé communautaire de Kano. Une maternité avec une salle d'hospitalisation, une infirmerie, un mini-laboratoire de prélèvement et d'analyse, un point d'eau avec pompage solaire, des toilettes et un incinérateur. Le tout pour un coût global de plus de 190 millions de francs CFA. Ce projet a été partiellement financé par la MINUSMA à hauteur de 48 millions de francs CFA. La réalisation du président Soscon va désengager le Soscon de Madjokoy qui arrive quotidiennement, péniblement à faire face à la croissance démographique de la commune. Malgré l'engagement du personnel soignant. Il contribuera aussi au rayonnement du district sanitaire du cercle de Gourma-Rarousse. Selon les responsables sanitaires, cette structure permettra d'accroître l'offre de soins et améliorer la qualité des prestations des services en faveur de ces populations, estimées à plus de 400 000 âmes, confrontées à diverses difficultés. Si on arrive à avoir un financement du dispensaire, en ce moment, ça serait un CSCOM digne de son nom. Bien vrai que les locaux qui sont là déjà peuvent servir comme maternité et puis le dispensaire pour un départ, mais à la longue, ça serait très exigu, très limité pour les besoins. Donc il faut faire l'extension. Les villages qui sont dans l'aire de santé de Kano, ces villages sont derrière le fleuve. Donc pendant la période de grandes eaux, l'accessibilité au CESCOM est difficile à la communauté. Pour la communauté, ce qui veut dire que ce CESCOM, même si ça n'existait pas, ça devrait être créé. La direction régionale de la santé n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté un lot de médicaments d'une valeur de 500 000 francs CFA qui s'ajoute à des équipements offerts par le CCRF de Tombouctou pour appuyer la structure. Une course de chevaux a mis fin à cette cérémonie d'inauguration. 17e édition de la journée scientifique du syndicat autonome des pharmaciens d'office privé, une occasion de partager quelques projets réalisés pour le bonheur des pharmaciens. Parmi ces acquis, la finalisation de la convention collective pour les professionnels du métier. Koumba Sissé. La communauté pharmaceutique du Mali, à travers les professionnels du métier, les étudiants et plusieurs responsables et acteurs de la santé, prennent part à la 17e édition de la journée scientifique du SINAPO, syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée. Cette année, les organisateurs se sont focalisés sur l'assurance maladie obligatoire, l'utilisation des nouveaux outils appelés annuaires, les motifs de rejet des feuilles de soins et la typologie de fraude, un thème que les pharmaciens veulent aborder pour avoir la réponse à des zones d'ombre. En ce qui concerne l'amont, elle est une préoccupation majeure de notre pratique quotidienne. Nous avons souhaité axer le thème de la 17e journée sur la nouvelle version du logiciel Amo Anywhere. Avec quelques mois d'utilisation de ce nouveau logiciel, nous avons relevé un certain nombre de difficultés et des insuffisances. Pour les rejets des feuilles de soins, qui représentent une perte pour nos officines, nous voulons que les juges GD nous expliquent les motifs qui sont
pour la majeure partie indépendant de la volonté du pharmacien. Nous devons intensifier nos efforts pour assurer l'accès aux soins de santé et aux médicaments essentiels dans toutes les régions du Mali, en dépit des difficultés logistiques et sécuritaires. Cela nécessite une collaboration étroite avec les autorités et la société civile pour surmonter les obstacles et garantir que chaque Malien puisse bénéficier de soins de qualité. Bonne nouvelle pour les pharmaciens, grâce aux efforts de tout un chacun, la nouvelle convention collective a été signée. Le projet de construction de la maison des pharmaciens et la mise en place de la mutuelle dans toutes les régions sont également en cours. Permettez-moi de féliciter les pharmaciens à travers le SINAPO pour la réalisation phare de l'année 2023 qui fut la finalisation de la nouvelle convention collective qui constitue un complément au pacte de stabilité sociale qui tient à cœur au gouvernement. Le département suit avec intérêt le dossier de Ségou et également l'enlèvement du confrère Guindo et nous espérons très prochainement qu'il puisse retrouver ses siens. La situation de Gao est préoccupante et nous avons eu aussi des interpellations par rapport à Ansongo qui risque d'être en rupture de médicaments, mais des dispositions idoines sont en train d'être prises. Au cours de cette journée scientifique, un hommage a été rendu aux pharmaciens kidnappés dans l'exercice de leurs fonctions. 19e Assemblée générale KFC Djikiseme, le budget de la caisse qui s'élève à plus de 14 milliards a été atteint à hauteur de 95%. Reportage à Sokona Kanisoko. Si la bonne santé d'une institution financière se mesure par son chiffre d'affaires, celle de KFC Djikiseme, la caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants, peut se targuer d'avoir engrangé des résultats probants. Démarré en 1996 avec 100 millions de francs CFA sur fonds de crédit de l'État malien, la caisse dispose de nos jours d'un total bilan de 7,742 milliards de francs CFA comme fonds propres. Le sociétariat de l'Union est de 5 caisses de base mutualisées au 31 décembre 2023. Pour ce qui est des caisses de base, leur sociétariat consolidé s'est accru en net de 1161 adhérents, passant de 33 108 membres usagers en 2022 à 34 269 en 2023. Courant 2023, le gros de nos efforts a été consacré à la réalisation du PMO 2023, du plan d'affaires 2022-2026 de la KSC pour l'atteinte et la durabilité de l'autonomie financière du réseau, l'assainissement de la gouvernance et la gestion quotidienne, le renforcement du dispositif de recouvrement des crédits. À ce jour, la KSC dispose de 41 points de service répartis dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Cependant, des difficultés demeurent. Durant l'exercice 2023, les agences ont été victimes de la mauvaise qualité de leur portefeuille de crédit qui est à l'origine de beaucoup de charges. Les effets liés à la crise de la COVID-19 conjugués à la crise politico-sécuritaire, les résultats atteints sont pratiquement encourageants. Mais ces résultats nous invitent plutôt à une réorganisation du dispositif de production en vue d'engager des performances encore meilleures, gage de la pérennité de notre institution. L'année 2024 sera consacrée au renforcement du recouvrement des créances en difficulté et la relance de l'offre des produits rentables. L'objectif étant l'augmentation de la part de marché de la structure. Le Musée national abrite du 28 juin au 3 juillet 2024 une exposition des textiles traditionnels Peul et Dogon. C'est pour montrer le savoir-faire des produits textiles des artisans de Djéné et Banyangara. Ibrahim Kaukunate et Suleiman Diabati.
Préserver, valoriser et promouvoir le textile des communautés Peul et Dogon afin de contribuer à son rayonnement, c'est tout le sens du vernissage de cette exposition dénommée Conservation, Revitalisation et mise en valeur du textile au centre du Mali. Ce projet a permis de créer la fraternité entre les deux communautés. Un des objectifs aussi du projet, c'est un peu recoudre le tissu social. Et nous savons que le Mali traverse une crise multidimensionnelle à laquelle nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous sommes dit que vraiment à travers ce projet, c'est bon de sensibiliser les communautés pour qu'il y ait le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ce projet a eu beaucoup d'avantages, les impacts notamment au niveau des femmes artisanes qui avant faisaient des productions sans calcul. Mais avec ce projet, nous avons fait des formations et ces formations ont permis à ces femmes de faire des créations artistiques. Fruit de la coopération culturelle entre le Mali et les États-Unis. Ce projet de valorisation du textile traditionnel Peul et Dogon a été financé du Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle. Ces traditions textiles maliennes ont argument besoin d'être conservées, protégées et restaurées pour éviter leur détérioration, permettre leur étude et bénéficier à la fois aux générations actuelles et futures. Les textiles traditionnels constituent un pont entre les civilisations et le peuple, favorisant le dialogue et l'échange. Je voudrais, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, et de l'ensemble du gouvernement, remercier vivement et solennellement le gouvernement des États-Unis d'Amérique. La visite des produits textiles traditionnels des artisans de Djéné et Badjangara, le centre de numérisation du Musée national, a mis fin à la cérémonie. Les forces vives de Nara s'approprient le projet de résilience communautaire et de la revitalisation de l'accès aux services essentiels au Mali, Mali Denko, une initiative du gouvernement qui va toucher tous les domaines de développement pour cette phase d'initiation. 3 régions sont concernées, à savoir Kay, Tombouctou et Nara. Idrissa Keita pour le reportage. Améliorer les services dans les zones nouvellement stabilisées du Nord et empêcher une nouvelle déstabilisation des zones vulnérables du Sud, c'est l'objectif du projet de résilience communautaire et de la revitalisation de l'accès aux services essentiels au Mali, Mali Denko. Ce projet vise aussi à améliorer l'accès aux services de base répondant aux priorités des communautés dans les zones concernées. Pour faciliter sa mise en œuvre, ce projet a été présenté aux élus, légitimités traditionnelles et religieuses et aux représentants des organisations de la société civile de Nara. Ce projet est mis en œuvre pour donner aux communautés l'opportunité d'exprimer leurs besoins pour qu'enfin l'État puisse mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour que ces besoins-là soient pris en charge. Durant 2 jours, les participants de Nara vont porter leurs réflexions sur la perception générale du projet Mali Denko, le rôle des parties prenantes, des besoins et priorités, entre autres. Toutes choses visant à mieux répondre aux attentes des populations des zones vulnérables de Tombouctou, Kay et Nara. Il renforcera l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable et à l'assainissement dans ces régions qui l'abritent, afin de permettre une vie saine et un développement harmonieux des dites communautés. Les questions-réponses et autres contributions ont permis aux participants de mieux comprendre le bien fondé du projet Mali Denko, initié par l'État malien et mis en œuvre par le ministère de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale sur financement de la Banque mondiale. 12 tonnes de produits avariés et des drogues d'une valeur de 240 millions de francs CFA ont été incinérés à Kita par la Commission régionale d'incinération. Cette incinération entre dans le cadre des activités de la Journée internationale de la lutte contre la drogue à Kita. Mahamadi Aliou Bari.
Ces produits saisis de 12 tonnes d'une valeur de plus de 240 millions de francs CFA et incinérés sont dangereux pour la santé. Ils sont composés entre autres de méthamphétamines, de comprimés de diazépam, de tramadol, des produits alimentaires. Ces produits qui étaient destinés à la consommation et à la commercialisation ont été saisis par les services de contrôle de l'Office central des stupéfiants, de Kita, de la douane, de l'agriculture, du service vétérinaire et des produits pharmaceutiques contrefaits et périmés. C'est dans le cadre de la célébration du 26 juin, journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Dans le thème cette année, la campagne mondiale de l'édition 2024 s'intitule « Les gens d'abord ». Et mettons fin à la stigmatisation, à la discrimination, renforçons la prévention. Il faut reconnaître que cette action démontre que les autorités sont déterminées à combattre ces fléaux et qu'elles sont engagées à créer les conditions pour garantir une bonne santé à toute la population, surtout la jeunesse. Le conseil que je vais donner à cette même jeunesse, c'est de faire énormément attention à ces produits-là. C'est des produits qui vont les détruire. Cet engagement de ces structures-là a considérablement baissé les taux de criminalité dans la région de Kita. Nous n'avons pas de chiffres à donner, mais les constats sont là. C'est un sentiment de fierté pour ma part d'avoir réussi un résultat aussi important. Aussi important, vous entendez les produits en train d'être détruits derrière nous, les déflagrations, en présence de toutes les autorités régionales. Ceci est la preuve que 12 tonnes de produits contrefaits, de produits périmés, de stupéfiants et autres sont en train d'être détruits. On ne sait pas combien de centaines de milliers de personnes auraient pu affecter. Mais nous sommes au plaisir de pouvoir déclarer qu'il y a 240 millions environ qui ne tomberont pas dans la poche des contrevenants, des trafiquants de stupéfiants et autres. L'incinération de ces produits dangereux s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la drogue au Mali, célébrée le 26 juin de chaque année. Et c'est l'heure de sport dans ce 20h et nous recevons Seragatou Sissé. Bonsoir Seragatou. Bonsoir Khadija Tekone. Alors, Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles Espoirs intensifient la phase de préparation à Kabbalah. Des ateliers en passant par des oppositions entre coéquipiers, tout est ouvert dans le nid. Oui, interné depuis une semaine à Kabbalah, le sélectionneur Alou Badara Diallo Conti et ses hommes sont dans le vif du sujet. La concentration est maximale et les séances d'entraînement se passent dans la bonne ambiance. Le sélectionneur Alou Badara Diallo Conti nous livre les grandes lignes de la préparation au micro de Famouri Djourté et Sidi Modibo Dambélé. La préparation, comme vous voyez, il n'y a pas de problème. Nous sommes rentrés le lundi. On est sur le travail foncier, on a récupéré les joueurs un à un. Donc le dernier qui est venu c'est Salam. Donc actuellement les préparateurs physiques sont quand même très en œuvre pour quand même avoir une certaine... Parce que les joueurs quand même ils sont en vacances depuis le mois de mai. Ça fait un peu trop longtemps, c'est ça. Donc sur ce côté il n'y a pas de problème, nous sommes bien logés. Il n'y a vraiment aucun problème. Même les nouveaux qui sont arrivés s'adaptent. Et nous avons un groupe vraiment qui vit très bien. Vraiment c'est des jeunes qui vraiment... Ça fait vraiment plaisir d'entraîner ces jeunes-là parce qu'ils sont vraiment là pour un objectif bien fixé. D'abord faire mieux qu'en 2004. 4, ça veut dire aller en demi-finale et une médaille. Variez vos retours, arrière, les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est du 24 juillet au 11 août. Le Mali est dans le groupe D avec le Japon, le Paraguay et Israël. Alors, tournoi de montée en Ligue 1 à la 3e journée dont les deux poules a démarré cet après-midi. Oui, dans le groupe A, le FC Diarra cartonne le Sigi de Caille 4 buts à 1. Et le 8 se relance suite à son succès 3-2 sur la Vinassi de Tombouctou avec 9 points en 3 sorties. Ça sent bon pour le FC Diarra. Dans le groupe B, le centre Sohoy Touré de Gao s'offre le FC Sido de Ségou 3 buts à 1. Les étoiles du Mandé continuent leur montée en puissance en gagnant par le strict minimum 1-0. Les étoiles du Mandé ont 9 points en 3 matchs. Et Euro 2024, la Suisse est devenue la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale. Oui, les Suisses ont disposé des Italiens du Danemark après 53 minutes de jeu. Disons, au moment où j'entre en studio, le score était d'un but partout. Le Danemark avait ouvert le score et l'Allemagne avait égalisé. Et on va parler bien évidemment de la lutte traditionnelle au bal des costumes traditionnels de l'ERTM. Oui, la lutte traditionnelle, cette discipline ancestrale est très prisée par les jeunes au même titre que le football, le basket ou encore le tennis. Pour nous donner un avant-goût des combats de ce soir au CICB,
Nous allons joindre notre reporter Abdul Karim sur place. Alors, j'imagine la fête s'annonce belle, Abdul Karim. C'est donc tout à l'heure, ici au Centre international de conférence de Bamako, l'arène réservée pour la lutte traditionnelle à l'occasion donc de cette édition 2024 des luttes traditionnelles de balles de costume de l'ORTM. Et oui, 50 lutteurs de 5 écuries, à savoir Tanga Sport, Doumiara, Grand Marché, Maébé et Usfas seront aux prises pour désigner le Balamba, c'est-à-dire le champion. Tous au CICB pour célébrer la culture malienne. Je me suis déjà inscrit au concours de lutte traditionnelle dans la catégorie des amateurs. D'accord, bonne chance quand même. Le bal des costumes traditionnels de l'ORTM, c'est tout à l'heure sur l'esplanade du CICB. Allons découvrir le Mali dans toute sa diversité culturelle et rappelons-nous qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même plateau. Plaisir à Dieu, bonne fin de soirée à tous.